Salut à tous, c'est Clovis. Aujourd'hui, je vais vous présenter un de mes gros projets de 2025. J'ai fabriqué un chariot astro. Alors, qu'est-ce que c'est? L'objectif de ce projet, c'était de pouvoir transporter facilement mon matériel astronomique entre mon appart et ma voiture. Si vous pratiquez l'astronomie, vous savez de quoi je parle. Ce sont 16 heures passées à déplacer du matériel fragile et souvent cher, et faire des allers-retours entre votre zone de stockage et votre voiture. Dans la voiture, c'est le chaos, tout est empilé, tout s'entrechoque dans les virages. Même histoire, arrivé sur site, il faut tout décharger, et on sait tous ce qu'il se passe quand il faut ranger et qu'il est tard. Ajoutez à ça un soupçon de mal de dos, et vous avez le cocktail parfait pour vous dire « Je sais qu'il fait beau, mais ce soir, je reste à la maison ». Ce sont 16 heures perdues que j'ai essayé d'éradiquer avec ce projet que je vais vous présenter. Je vais donc relire chronologiquement mon journal de bord, montrer comment le projet a évolué jusqu'à son aboutissement et parler des différents défis qu'il a fallu relever pour le mener à bien. Faut pas croire que cet engin est né du ciel comme ça. Dans ce projet, j'ai touché à de la CAO, à de la menuiserie, à de l'impression 3D et évidemment à de la soudure, plus quelques bricolages divers. Donc l'idée a germé en voyant d'autres astronomes amateurs, notamment avec des gros Dobson. En effet, à partir d'un certain diamètre, ces appareils sont massifs, il devient nécessaire d'avoir un chariot de manutention pour pouvoir les déplacer, et souvent on voit l'utilisation de rampes pour les charger dans les véhicules. Ma contrainte sur le plan logistique s'étend un peu au-delà. En effet, j'habite en appartement, et pour accéder à mon véhicule, je dois utiliser l'ascenseur et passer deux portes qui se verrouillent automatiquement, ce qui impose de poser le matériel, ouvrir, passer la porte. J'ai bien sûr pensé à utiliser des cales, mais ça ne résout pas l'attente de l'ascenseur, et ça ne sert à rien d'avoir des portes pour sécuriser l'immeuble si c'est pour les caler ouvertes pendant 20 minutes. L'objectif de ce projet, c'est de minimiser le nombre d'allers-retours entre l'appartement et la voiture. De la même manière, si j'arrive à sortir tout le matériel en une fois de la voiture, ça fera nécessairement gagner du temps à l'installation, et je n'aurai pas à me pencher pour aller chercher des éléments dans le coffre. En fin de session, c'est un gros plus pour charger quand il est 4 heures du matin et que l'humidité commence à augmenter. Alors la première chose, il a fallu déterminer les dimensions de ce chariot. J'ai donc mesuré le coffre de ma voiture et j'ai réalisé un gabarit en carton simplement sur 2 dimensions. J'ai fait le trajet entre mon appart et le véhicule afin de vérifier la faisabilité du projet et afin d'anticiper les difficultés de passage comme les portes, les marches ou les virages. Il s'avère que la dimension limitante sur ce trajet, c'est l'ascenseur. Donc, au niveau des dimensions, j'ai pu réduire le cahier des charges à cet aspect, c'est-à-dire que si le chariot passe ce cap, tout le reste devrait passer. Au niveau de l'ascenseur, il y avait un petit piège à éviter, le cadre de la porte de l'ascenseur fait 795 mm, mais la largeur que l'on peut passer à travers cette porte n'est que de 770 mm, car les portes de l'ascenseur elles-mêmes ne s'ouvrent pas autant que le cadre. Il y a un petit débordement. Autre piège, mais ce coup-ci dans la longueur, il faut penser à garder un peu de place pour le bonhomme. En effet, le chariot ne va pas appuyer tout seul sur le bouton de l'ascenseur et il était hors de question de lancer l'ascenseur et de courir dans l'escalier en parallèle pour aller récupérer l'engin. Ce qui nous donne pour dimension maximale en longueur 1470 mm et en largeur 770 mm. Avant de me lancer sur la structure, j'ai commencé par faire un point sur ce que je souhaitais transporter avec ce chariot. Je me suis donc mis dans le cas le plus défavorable, à savoir prendre mon plus gros tube, un Skywatcher Newton 250, sur ma monture Orion Atlas. Pour ce tube, avec de l'équipement photo, j'aurais besoin de 15 kg de contrepoids, et en mode autonome, donc avec batterie et ravitaillement pour tenir le coup, j'obtiens une masse totale de 83 kg. J'ai songé à faire un gros coffre en bois, un peu comme un fly case. Par exemple, pour ma monture Orion, son précédent propriétaire avait réalisé une petite boîte sur mesure pour la transporter. L'idée du fly case était intéressante, mais il aurait fallu prévoir un côté amovible afin de ne pas avoir à se pencher dans le fly case pour le décharger. Et puis il faut savoir que tous les accastillages pour faire des fly cases sont très chers, plusieurs raisons pour mettre cette idée de côté. Donc le projet a commencé à ressembler de plus en plus à un chariot de manutention, le plus près du sol possible pour optimiser l'espace en hauteur entre le chariot et le toit de la voiture. J'ai fait un petit point sur mes compétences pour choisir le matériau avec lequel construire ça. Je sais faire des choses en bois ou en assemblant des structures préfabriquées en alu.
Mais début 2024, j'avais suivi une petite formation soudure dans un Fab Lab. Pour réaliser la structure, je me suis donc lancé sur l'utilisation de profilés en ferraille, comme avec un chariot de manutention. Ensuite, j'ai demandé conseil à mon formateur au Fab Lab. Je lui ai présenté le projet à travers cette première esquisse, et il m'a assuré que des profilés carrés de 20 mm feraient largement l'affaire vu la charge. Au niveau des roues, j'avais dans l'idée d'acheter des roues de brouette et de réaliser une espèce de fourche orientable à l'avant pour diriger le chariot. Et puis j'ai transposé ça sur Unshape. En allant discuter avec d'autres bricoleurs du Fab Lab, je suis tombé sur un autre projet qui ressemblait beaucoup au mien. Il s'agit ici d'un chariot à fixer à l'arrière d'un vélo. Et comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de pièces provenant d'un véritable vélo, notamment les roues arrière, et puis la fourche, et puis l'axe de direction avant qui est directement soudé sur la structure. Donc cette idée de réutilisation de pièces, elle a fait un petit peu son chemin, et vu que j'avais besoin de quelque chose de plus petit, j'ai commencé à regarder les vélos pour enfants. On en trouve énormément d'occasions sur le Bon Coin, et j'ai mis la main sur ce modèle en 2 exemplaires, un à 12 € et l'autre à 20 €. Sur ma première esquisse, j'avais mis les roues arrière à l'extérieur du cadre et une seule roue directionnelle à l'avant. Alors, afin d'optimiser la surface de stockage, j'ai intégré les roues arrière dans le cadre, donc comme ceci. Et puisque j'avais 2 guidons, je souhaitais les installer dans les coins. L'idée était de récupérer un peu de longueur de stockage à l'avant, entre les 2 roues. Donc ça m'a donné quelque chose comme ceci, avec les axes de direction ici. Pour réaliser la modélisation des guidons, j'ai fait des photos du petit vélo, et pour avoir l'échelle dans ces photos, j'ai disposé un réglet. Ensuite, j'ai pu recréer cet élément dans Unshape, voilà, que j'ai pu intégrer à mon modèle, comme ceci. Alors pour calculer la longueur de tube carré nécessaire, j'ai utilisé une fonctionnalité très pratique dans Unshape qui est la liste de coupe. Pour l'utiliser, vous allez devoir utiliser la fonction cadre. Donc si je vous montre un petit exemple, vous tracez une première esquisse par exemple, comme ceci, et ensuite vous utilisez la fonction cadre qui est ici. Le profil d'esquisse, vous pouvez soit utiliser des profilés alu, qui existent déjà dans la bibliothèque d'Unshape, mais moi je prends le profilé que j'ai dessiné dans mon document, ici tout simplement, la première esquisse, et ensuite vous lui dites quel segment il doit suivre pour réaliser ce cadre. Donc la sélection, hop, 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 hop. Et voilà, tout simplement, vous avez votre cadre réalisé. Vous avez diverses options aussi concernant l'assemblage. Complémentaire, il vous rajoute même la petite partie ici, contrairement à là. Mais pour faire ce premier cadre, il faut réaliser des coupes à 45 degrés. Et ensuite, le truc très intéressant pour avoir les longueurs, c'est ce bouton-là, liste de coupe. Vous cliquez dessus. On choisit tous les cadres, on fait OK. Et là, elle va apparaître ici. Donc dans cette liste de coupe, il nous dit qu'on a l'élément 1, donc, qui est matérialisé ici en jaune, qui vient en quantité 2, d'une longueur 130-827. Alors j'ai fait n'importe quoi au niveau des longueurs, hein, je n'avais pas fixé de dimension, donc c'est pour ça qu'on a plein de décimales. Et avec les angles de coupe au début et à la fin. Et puis pareil, la pièce numéro 2 ici. Dans mon document sur Unshape, ma liste de coupe, elle ressemble plutôt à quelque chose comme ceci. Et voilà, c'est très intéressant sur Unshape, vous voyez tous les éléments, voilà, quantité 2, quantité 2, quantité 2, telle longueur, tel angle, etc. Donc avec cette liste de coupe, vous pouvez commander vos pièces à un métallier, mais vu que j'avais à disposition une scie au Fab Lab, je suis allé chercher la longueur nécessaire de profilé à un détaillant en métaux, à savoir 12 mètres détaillés en barre de 3 mètres pour que ça puisse rentrer dans ma voiture. Donc pour réaliser ce genre de projet, il est nécessaire d'avoir un plan de travail, sans quoi vous ne pouvez pas souder vos éléments avec une géométrie correcte.
Il faut aussi un poste à souder et pas mal d'outillage. Donc quelques mots sur le principe du Fab Lab. Après réservation, on m'a désigné une zone de travail, donc on vous prête évidemment un poste à souder et divers outillages qui sont à partager avec les autres personnes présentes. Il y a quelques serre-joints et outils de mesure, mais c'est toujours mieux d'avoir les siens. On vous fournit également un masque de soudeur électronique, donc qui se met en protection automatiquement. C'est très confort pour souder. Ce que vous avez à ramener, c'est tout ce qui est équipement de protection. Donc il vous faut des chaussures de sécu, un bleu de travail qui vous couvre intégralement, et si possible des gants de soudeur. Donc vous avez juste à ramener votre matériau brut et de quoi travailler en toute sécurité. Pour mon projet, on m'a conseillé d'utiliser un poste MAG, qui est un procédé semi-automatique. Le principe, c'est que vous avez un pistolet à l'intérieur duquel vous allez avoir le métal d'apport qui arrive automatiquement dans une enveloppe de gaz de protection, ce qui fait des soudures très propres. A noter que le consommable spécifique pour ce process, donc le fil d'apport et le gaz, sont fournis par le Fab Lab. Donc j'ai commencé par réaliser le cadre principal, c'est-à-dire ces 4 pièces-là, ces 2 latérales et avant-arrière. Alors à partir de là, j'invente rien, on m'a expliqué la méthode. Donc on sécurise les éléments sur le plan de travail avec des serre-joints, et pour s'assurer qu'on a un rectangle, on mesure les 2 diagonales, et évidemment ces 2 longueurs doivent être égales. Chose que j'ai apprise, avant de faire le cordon de soudure complet, j'ai fait des petits points d'assemblage dans chaque coin, j'ai vérifié ensuite que rien n'avait bougé, et ensuite j'ai pu faire les cordons complets. Donc on doit réaliser le cordon de l'intérieur vers l'extérieur. L'intérêt ici, c'est de ne pas déformer la structure. En effet, la soudure est un procédé très énergétique. Les matériaux vont monter en température durant le process, ce qui peut déformer l'assemblage ou créer des contraintes internes qu'on souhaiterait éviter. Donc assembler une grosse structure, ça peut prendre beaucoup de temps. Au final, on fait beaucoup de mesures, de positionnement, de réglage, et très peu de soudure à proprement parler. Donc pour se mettre au boulot, j'ai découpé mes tubes carrés. Donc ici, vous voyez les découpes avec les angles à 45 degrés. Et avant de me lancer sur les vraies soudures, je me suis un petit peu entraîné sur des morceaux de chute. Une fois qu'on a le coup de main, c'est assez facile. Et ce que vous avez à gagner à faire ça dans un atelier partagé, c'est d'être bien conseillé, d'être entouré de gens qui sont très expérimentés dans le domaine. Un petit truc par exemple que je ne savais pas, c'est de préparer les surfaces à souder. Si on a un métal qui est brut, ce sera plus difficile à souder. Donc un petit coup de meuleuse à l'endroit où on va souder, sur toutes les surfaces, ça prend pas beaucoup de temps et ça facilite bien le process. Une fois le cadre principal réalisé, j'ai fixé les roues arrière. J'avais déjà déshabillé les petits vélos de tout le superflu et je leur ai mis un coup de disqueuse pour récupérer ce qui m'intéressait. Donc j'ai détaillé les petites fourches ici à l'arrière et j'ai égalisé ces 4 éléments. Voilà, les 4 pièces de la même dimension. Et je les ai ensuite soudées au cadre. Premier petit essai avec les roues. Donc voilà, aucun souci jusque là. Ensuite, installation des roues avant. Donc j'ai démonté les fourches. Et puis j'ai placé mon cadre sur des cales. Donc j'ai découpé le cadre du vélo juste devant le pédalier, c'est-à-dire ici, afin de garder l'axe de direction et puis une bonne partie du tube. Alors pour souder ces tubes de direction, j'ai rencontré un premier problème. Quand vous avez un chariot à 3 roues, vous êtes sûr que vos 3 roues touchent le sol. Mais quand vous avez un chariot à 4 roues, vous devez les installer très précisément sur le même plan. Le problème, ce n'est pas d'installer les tubes à la même hauteur, c'est plutôt de les installer sur un axe perpendiculaire au plan de travail et de reproduire 2 fois la même installation. Sur cette partie du vélo, il y a énormément de courbes, donc c'est très compliqué de prendre des repères fiables et de fixer la pièce avec des serre-joints avant de la souder. Donc ici, vous voyez que j'ai plus de 10 mm d'écart entre la position où la roue touche le sol et la position où l'axe est embuté dans son tube. Donc vu que c'était déjà la fin de la première journée de travail, en rentrant chez moi, j'ai réalisé une pièce de support, que voici, qui se fixe donc sur un profilé de 20 mm et qui maintient l'axe de direction, et j'ai imprimé ça en 3D dans la nuit. Le lendemain matin, ça ne m'a pas empêché de faire déjà un petit test avec le chariot tel quel. Là, j'ai pu constater que la garde au sol de l'engin était un peu limite. J'ai donc démonté les axes de direction et j'ai utilisé ma pièce support pour fixer
de manière fiable et reproductible l'axe de direction avant de pouvoir le souder à cet endroit. Alors, si c'était à refaire, je réinstallerais les deux guidons avec le même angle que celui du vélo d'origine. Le début du cadre aurait été installé un peu plus incliné, comme ça, et du coup cette pièce aurait pu être un petit peu plus courte. Ce n'est pas par hasard si les axes de direction des deux roues sont inclinés vers l'arrière. C'est ce qui permet à la roue de se pencher pour accompagner les virages. Sur mon chariot, avec ces deux axes parfaitement verticaux, ça se comporte un petit peu comme un caddie qui aurait deux roues fixes. Au niveau de la manipulation du chariot, ces roues se comportent plutôt comme des espèces de roues suiveuses. Du coup, il est plus facile de manœuvrer avec les roues fixes vers l'avant et les roues guidon vers l'arrière. Ensuite, j'ai continué l'assemblage de la structure, ici, et j'ai rajouté un morceau de profilé ici, et puis deux ici pour délimiter l'avant du chariot. J'ai également tordu les rampes afin de limiter la garde au sol pour monter dans le coffre, et j'ai pu faire un premier trajet jusqu'à chez moi avec cette structure. Là, vous voyez le chariot à vélo finalisé juste à côté. En arrivant chez moi, à la fin de cette deuxième journée, premier gros couac. Le chariot ne rentre pas dans l'ascenseur. Le cadre rentre parfaitement comme calculé, mais c'est l'installation des axes des roues qui déborde sur les côtés. J'aurais pu simplement couper les axes, mais c'est vraiment le boulon qui dépassait à l'extérieur. Donc j'aurais aussi pu mettre des demi-écrous, mais le boulon à l'intérieur du cadre dépasse également beaucoup. Et comme j'anticipais l'installation de la planche qui allait être présente sur le chariot, le troisième jour, je suis retourné à l'atelier le matin pour procéder à une petite modification. Donc en fait, j'ai simplement coupé le profilé ici, et j'ai nettoyé à la meuleuse, et j'en ai ressoudé un propre environ 20 mm plus loin, et j'ai inversé l'orientation des fourches. J'inverserai la rotation des fluides à l'intérieur de la sphère. C'est-à-dire que ici elles sont orientées comme ceci, et sur le chariot finalisé, elles sont orientées comme cela. Donc sur ces petits vélos, tout le bloc roue libre, roue et frein fait partie du même assemblage, donc je ne pouvais pas réduire simplement l'espacement de tout ce bloc. En installant les fixations des roues arrière, j'en ai profité pour modifier la garde au sol et rehausser un peu le chariot. Donc ça c'était ma première garde au sol, 75 mm. Maintenant j'ai quelque chose de l'ordre de 113 mm à l'arrière et 84 mm à l'avant. Alors j'ai meulé toutes les soudures afin d'avoir une structure plane au-dessus du chariot pour poser ma future planche. J'ai également coupé une moitié des guidons et je les ai synchronisés en les reliant avec une barre. À ce niveau du projet, le châssis étant terminé, on peut faire un petit récapitulatif sur son dimensionnement. Alors j'avais bien déterminé les dimensions limites, j'ai pensé à des choses comme par exemple la position de fixation des axes. Sur le premier design, j'avais mis les axes de direction tout simplement dans les angles, si vous regardez de face. Mais si vous installez les fourches comme ceci à cet endroit, et ben ces deux fourches elles vont forcément dépasser de nos limites. Donc sur la version suivante, vous voyez que vue de face, les fourches sont un petit peu plus à l'intérieur et ça permet de respecter notre contrainte en largeur. Ce que j'aurais pu faire dans la CAO, c'est de dessiner un volume limite qui permet de représenter le volume à ne pas dépasser. Ça m'aurait peut-être permis de penser au moment de l'assemblage à ne pas laisser dépasser les boulons. Alors au final, c'est une erreur qui a été plutôt bénéfique parce que ça a été l'occasion de modifier la garde au sol pour le passage sur les rampes. Alors une petite remarque également au niveau longueur, lorsque le chariot est dans mon coffre, il commence à monter sur les sièges arrière qui sont rabattus mais encore légèrement en pente. Ça a pour effet de ramener le chariot vers l'extérieur. Alors j'ai jamais eu d'incident dans ce contexte, mais si vous réalisez un projet similaire, ça me semble important de souligner ce phénomène. Et au niveau de la place pour l'opérateur, eh ben, j'ai juste la place ici dans l'ascenseur pour mettre mes pieds et j'ai le bras suffisamment long pour accéder au bouton de l'ascenseur. Donc c'est parfait. C'est tout ferré, y a point de bœuf pour tirer. Ensuite, je n'allais pas déposer mes éléments directement sur le chariot. J'ai donc dessiné les plans d'une planche que j'ai transmis à un des experts bois du Fab Lab. En 2 temps 3 mouvements, il m'a réalisé une plaque en contreplaqué de 9 mm, parfaitement adaptée à ma structure. Pour fixer cette plaque, j'ai fait appel à un collègue de travail qui m'a installé 4 inserts M4 dans la structure.
J'ai ajouté un peu de mousse entre la planche et le châssis afin d'éviter les vibrations pendant le transport. J'ai fraisé la planche pour la fixer avec des vis à tête fraisée M4 par 30, ceci afin de ne pas encombrer la surface de stockage. Ensuite, pour maintenir les éléments en place pendant les transports, il fallait réaliser certains aménagements. Donc j'ai fait ces petits supports dans de l'aggloméré à la scie sauteuse et j'ai réalisé des blocs de fixation en impression 3D. Alors j'avais évidemment prévu les dimensions de ces supports en modélisant ces éléments dans Onshape. L'idée c'était que ces supports soient amovibles en fonction de ce que j'avais envie de transporter. Du coup j'ai également acheté 10 mètres de velcro. J'ai installé le côté boucle en bande transversale sur le chariot et le côté crochet sous les blocs de fixation. Afin de protéger le métal et les bordures de la planche, j'ai tout peint à la bombe. Et afin d'éviter que les morceaux en aggloméré éparpillent de la poussière sur le matériel, je les ai peints également. Donc pour mon plus gros télescope accompagné de ma plus grosse monture avec tous les accessoires, la surface de stockage telle qu'elle n'est pas suffisante. Donc j'ai réalisé un étage supplémentaire, idem en CP de 9 mm. Cet étage repose à l'arrière sur 2 montants en contreplaqué que j'ai usiné à la Dremel afin d'épouser les fourches de fixation des roues arrière. Pour la fixation à l'avant, j'ai découpé le CP pour venir épouser les axes de direction. L'ensemble est simplement posé, il sera plaqué au châssis en fixant l'ensemble avec une sangle. Pour transporter les contrepoids, j'ai percé le cadre à l'avant pour faire passer des vis M10 et je fixe le contrepoids avec un écrou papillon. Donc dès la première sortie, vu le poids de l'engin, il m'a semblé évident que j'aurais besoin d'un frein, notamment lorsqu'il s'agit de descendre une allée de garage ou de retenir le chariot dans sa descente de la voiture. Je n'avais malheureusement pas gardé les freins avant, ce qui aurait été le plus pratique. Par contre, j'avais gardé les freins arrière, mais la gaine d'origine était beaucoup trop courte, donc j'ai dû aller acheter une gaine et un cap de frein pour installer ces freins sur les tambours d'origine des roues arrière. Et pour ne pas perdre en garde au sol, j'ai fait passer cette gaine dans le cadre en le perçant. Encore un petit aménagement, j'ai trouvé des champs pour ajouter aux rampes, ceci afin d'éviter de rayer le capot de la voiture. Il est grand temps de mettre ce projet à l'épreuve. Alors bien évidemment, il ne faut pas s'imaginer que ce genre de projet se passe comme sur des roulettes, si vous me permettez l'expression. Du coup, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Alors comme je l'expliquais plus tôt au niveau de la manœuvrabilité, il est plus facile d'avoir des roues directionnelles à l'arrière. Quand le châssis est à nu, c'est assez facile parce qu'on a un visuel sur les 4 roues et on voit exactement ce qu'il se passe autour. Par contre, une fois que l'étage est installé, je me fais facilement feinter par les perspectives, donc par conséquent, il y a eu beaucoup plus de contact avec le chariot finalisé. C'est ce qu'on appelle prendre ses marques. De la même manière, le passage de l'ascenseur reste assez problématique. J'avais prévu 10 mm de marge de chaque côté. Le problème, c'est qu'il s'agit d'un ascenseur à 2 portes. C'est-à-dire que vous entrez par une et vous sortez par l'autre. Je dois donc être parfaitement aligné avec la seconde porte lorsque je passe la première. Et avec si peu de jeu, la possibilité d'erreur est très restreinte. Donc ce que j'aurais dû faire, c'est mettre environ 5% de marge sur la dimension la plus critique pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Niveau transport dans le véhicule, je fixe le chariot à l'aide d'une sangle et vu que j'ai pas mal de place en largeur, j'avais commencé à prendre l'habitude de ranger les rampes sur les côtés. Après quelques voyages, il s'avère que le chariot frotte sur les caillebotis de ces rampes. J'ai donc un générateur de sciure si je range les rampes à cet endroit. Donc dans le futur, les rampes seront transportées au niveau des sièges arrière. Cependant, il faut quand même caler le chariot en largeur, sinon les guidons se tournent et viennent abîmer les plastiques dans le fond du coffre. Autre petite farce dans la voiture, avec le poids du chariot et le poids du matériel transporté, on ne doit pas être loin de 100 kg. Cette charge se répartit sur les 4 roues. Malheureusement, c'est trop important pour un coffre de Dacia. Le matériau utilisé pour le sol de coffre est un espèce de médium avec une mousse collée dessus. Si le poids avait été réparti, il n'y aurait pas eu de problème, mais là, il s'agit d'un effort très ponctuel, donc il s'est effondré sur la roue de secours. Vu que je commence à avoir mon réseau pour acheter du contreplaqué, j'ai récupéré uniquement la toile et refabriqué un plan de sol pour le coffre de ma voiture. Mais ce n'est pas fini. Avant la première sortie avec le châssis totalement chargé, en gars prévoyant que je suis, j'ai refait la pression des pneus.
J'y suis peut-être allé un peu fort en mettant 4 barres dans des pneus de vélo pour enfants de 14 pouces. Mais bref, quelques minutes plus tard, je préparais mon casse-croûte dans la cuisine. C'est là que j'ai entendu un énorme bang dans la pièce d'à côté. J'étais en train de charger plusieurs batteries, donc je m'attendais au pire. Au final, c'est simplement une chambre à air qui a explosé. Ce sont des vélos d'occasion qui ont probablement traîné au fond d'un garage depuis des années. Donc c'est sans doute un cumul de l'usure, de la pression, de la charge et du fait qu'il faisait très chaud ce jour-là. Mais bref, je me serais bien passé d'avoir eu à décharger le chariot, remplacer la chambre à air, que heureusement j'avais d'avance, et recharger le chariot. Le test grandeur nature a commencé juste après. J'arrive à charger tout mon matériel Astro sur le chariot, j'arrive à sortir de chez moi, aller jusqu'au véhicule et tout monter en une fois à l'aide des rampes. Je fais un deuxième voyage avec le casse-croûte et je peux partir. Donc sur ce point, le cahier des charges est totalement respecté. J'ai réduit à 2 voyages une manœuvre qui m'en prenait autrefois au moins 5. Sur le terrain, c'est également beaucoup plus pratique et ça me fait un petit bureau pour poser mon ordinateur et mon casse-croûte. Au final, je lève les éléments uniquement lorsque je dois les installer. Donc si vous souhaitez vous lancer sur un projet de ce type, ce sera bien évidemment à adapter à vos contraintes. D'après mon expérience et mon interprétation, je vais récapituler les grands axes qui m'ont permis de mener ce projet à terme en guise de conclusion. Donc la première chose, je dirais que c'était d'identifier le projet. Faire une esquisse, ça permet de la montrer et de bien exprimer le problème à résoudre. Dans mon cas, déplacer tout mon matériel en un voyage sans avoir à le soulever à chaque porte. À ce niveau-là du projet, pas encore de délai, pas encore de confrontation de problèmes du genre « et si ce point ne fonctionne pas ?» Ensuite, il faut aller chercher des idées. Alors on a tous des idées, mais on n'a pas toutes les idées. Et parmi toutes les idées, il y en a des mauvaises, voire très mauvaises. Donc il faut aller à la pêche aux bonnes idées, demander à des gens expérimentés, soit sur le terrain, soit sur internet par exemple, en vous abonnant à ma chaîne. Aussi, je n'ai pas hésité à revenir sur mes idées. Avoir à faire le tri dans les idées, c'est un bon indicateur que l'on a creusé dans plusieurs directions. Point suivant, il faut aller chercher des compétences. Alors ça peut être pour apprendre, mais ça peut être aussi pour déléguer des choses que l'on n'a pas le temps, ou pas envie, ou pas les moyens d'apprendre. Dans ce projet par exemple, j'ai appris que le CP de 9 mm, c'est ce qui est utilisé pour faire des vélos cargo. Si je l'avais fait moi-même, j'aurais sans doute fait ça en beaucoup plus épais, j'aurais eu un produit plus lourd et ça m'aurait coûté plus cher. Enfin, je dirais qu'il ne faut pas précipiter les choses. J'ai dessiné la première esquisse du projet vers mars 2025, mais c'était quelque chose qui me trottait en tête depuis début 2024. Le cadre soudé a été réalisé lors du week-end du 8 mai, ce qui m'a laissé pas mal de temps en amont pour peaufiner mon plan sur Unshape, pour aller chercher le matériau chez le fournisseur, pour trouver les petits vélos et les défaire de tous leurs accessoires, et même anticiper un petit peu la suite avant même d'avoir soudé quoi que ce soit. De mon côté, j'ai appris plein de choses, j'ai gagné en compétences sur plusieurs domaines. Dans ce cadre, j'en profite pour remercier Yves, Thomas, Delphine, Maxime, Alexis, Eric et Wallace pour leur aide et leurs conseils. Si vous avez aussi appris des trucs, ça vous coûte rien, ça me rapporte rien parce que cette vidéo n'est pas sponsorisée, ça fait juste plaisir. Si vous avez des questions, la suite ça se passe juste en dessous. Moi c'était Clovis, votre distributeur de bons tuyaux astro favoris. À la prochaine, ciao.